Aujourd'hui, ce qui fait fonctionner l'armée russe, c'est des équipements des années 50, 60, 70, 80. Mais rien de nouveau, rien de moderne, et surtout pas une modernisation de son On comprend bien, Alain fonctionnement. Boer. On en est où de ce front? Y a-t-il un gagnant et un perdant? Alors, le gagnant et le perdant, ça se décide à la fin. Jamais pendant, jamais avant. Et en général, ceux qui s'autoproclament gagnants ont parfois des surprises. Pour l'instant, on a un front très long, qui ressemble un peu à la muraille, au mur de l'Atlantique et à la ligne Maginot avec un peu de muraille de Chine. 3 équipements qui n'ont jamais empêché une seule invasion ni une seule contre-invasion. Qui sont tenus avec beaucoup de difficultés par les Russes, qui sont menacés de manière récurrente par les Ukrainiens et leurs alliés, et qui attendent un moment, une offensive annoncée, déclenchée, déclarée. Alors c'est assez rare qu'on vous dise l'offensive est là, elle arrive, elle est proche, etc. Il y a à la fois de la propagande, de la manœuvre psychologique, et aussi une réalité physique, qui a amené d'ailleurs le patron du groupe Prigojine, le Raspoutine local, monsieur du groupe Wagner, monsieur Prigojine, à dire écoutez, faut qu'on dise que la guerre est gagnée maintenant, parce qu'autrement, à un moment ou à un autre, les Ukrainiens vont percer. Alors percer, c'est toujours possible. Le problème, c'est est-ce que la percée amène un effondrement ou un effet domino sur les Russes? C'est ce que les Russes craignent aujourd'hui de manière assez déterminée, et donc ils essayent désespérément de protéger des poches. Comment la poche tenir de Kherson pour la Crimée, la poche de Luhansk-Donetsk pour éviter l'effondrement de tout ce qu'ils avaient gagné depuis 2014 et même avant 2014. Je rappelle que cette guerre a 9 ans et pas 8 ans, et pas 1 an comme tout le monde le pense. Et puis probablement une percée sur la mer d'Azov, ce qui amènerait à casser la continuité territoriale entre la Crimée, Kherson et la Russie, et c'est Melitopol, Mariupol. Donc il y a des enjeux considérables, et les Ukrainiens ont plus de cartes que les Russes pour percer. Mais est-ce que la percée va amener un effondrement? C'est la grande question. Parce que les Russes ne pourront pas tenir, c'est au fond ce que reconnaît lui-même le patron de Wagner, ne pourront pas tenir la ligne de front bien longtemps. On ne peut pas tenir tout partout. On ne peut pas tenir tout partout. On va revenir aussi sur les conséquences en France. Mais quand vous mentionnez cette information du patron de Wagner qui dit au fond, attention, on va pas pouvoir tenir, que lui, ce personnage aussi détestable, qui habituellement joue justement la propagande et montre les muscles, reconnaisse une forme de faiblesse. Est-ce que ça doit être vu comme un début de fronde au sein de l'armée russe? Non, il n'y a pas de fronde au sein de l'armée russe. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'a, contrairement à ce que tout le monde imagine, quasiment jamais eu lieu, et y compris durant la période de la chute historique de l'Empire russe. Non, la problématique est plutôt que l'armée russe est une armée Potemkin, au nom de ce maréchal qui, pour faire plaisir à l'empereur ou l'impératrice, déguisait des paysans bien nourris avec des villages factices pour montrer que tout allait bien dans l'Empire. Ce n'était qu'un décor de théâtre. Et il y a un décor de théâtre dans l'armée russe, alors qui est marqué essentiellement par la corruption, pas par l'effort. L'effort est considérable, le refinancement de l'armée russe est considérable, mais quand on y met 100 roubles en haut, il en reste 10 en bas. Et quand il en reste 10, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a un problème, c'est que l'armée russe a redécouvert qu'elle était en partie une armée Potemkin. Pas sa partie nucléaire et stratégique, sur lequel à peu près personne n'a vraiment joué, mais sur le reste. Le reste, aujourd'hui, ce qui fait fonctionner l'armée russe, c'est des équipements des années 50, 60, 70, 80. Mais rien de nouveau, rien de moderne, et surtout pas une modernisation de son fonctionnement. On comprend bien, Alain Boer, que vous nous montrez aussi les fragilités, les failles réelles de l'armée russe et de la difficulté à tenir leur position. Alors, on a bien compris que vous disiez la contre-offensive ou l'offensive, c'est quelque chose dont on parle, mais on ne sait jamais vraiment quand elle arrive. Est-ce qu'on a quand même une idée de la capacité de l'Ukraine à mener une contre-offensive, et à quel rythme et à quelle rapidité? Alors, l'Ukraine est capable de percer. Elle a 3 problèmes pour l'instant, le même que tout le monde. La Rasputitsa, la boue, c'est-à-dire le dégel et le fait que, notamment les unités de chars lourds, parce que l'Ukraine a demandé beaucoup de chars lourds, encore faudrait-il qu'ils puissent bouger, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il y a encore quelques semaines. C'est les conditions climatiques, donc on attend le printemps, quoi. Que ça sèche. Par contre, il y a eu une immense bataille de chars au mois de mars, où l'Ukraine, sans un seul char, on a détruit près de 300, avec des unités au sol et des petits missiles portatifs et un guet-apens qui a parfaitement fonctionné. Donc
faut bien voir qu'en matière de défense, l'Ukraine est extrêmement proactive et donne d'excellents résultats, y compris dans des centaines d'attaques sur le territoire russe, notamment avec des drones et sur des positions proches de la frontière, des dépôts d'essence, voire même des bases aériennes stratégiques russes avec des drones qu'ils ont eux-mêmes fabriqués ou bricolés, puisque certains d'entre eux sont d'anciens drones russes. Par contre, pour ce qui est d'une offensive lourde et complexe, il y a 3 options pour l'Ukraine. L'Ukraine fait traîner le doute sur les options qu'elle va choisir. Elle pourrait d'ailleurs choisir les 3, ne serait-ce que pour véritablement poser un problème majeur à l'armée russe, comme les Alliés l'avaient fait en disant on va débarquer dans le Nord, en débarquant ensuite en Normandie. Il y a aussi beaucoup de faux, de fake news. Il y a de la ruse, il y a de la stratégie. C'est la guerre. Quelles sont les 3 options ? Les 3 options sont celles que j'ai indiquées. Luhansk-Donetsk, la poche qu'ils veulent prendre depuis le début et qu'ils n'ont pas réussi, pour marquer le retour à l'avant 2014. Et ça, pour eux, c'est une victoire stratégique majeure. Melitopol-Mariupol pour reprendre la mer d'Azov et casser la continuité territoriale. Kherson et la Crimée, celle à laquelle je ne crois le moins et qui probablement sera celle sur laquelle ils mettront le plus de moyens pour véritablement provoquer l'armée russe en la concentrant sur ce qui est pour elle inacceptablement, qu'elle ne peut pas perdre. Elle ne peut pas perdre la Crimée. Alain Boer, le président de l'Agence internationale atomique, s'est dit très inquiet de l'énergie atomique. Il parle d'un risque de graves accidents nucléaires et de situations imprévisibles. On l'avait presque oublié, on en parlait beaucoup au début de la guerre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à nouveau une véritable menace d'accident nucléaire ? Il y a une énorme menace d'accident nucléaire à Zaporijia. D'abord, c'est une immense centrale, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'est une centrale qui est occupée militairement, ce qui relève de l'impensable. Personne n'aurait imaginé que les Russes fassent autre chose qu'encercler Zaporijia, mais pas l'occuper, y compris en utilisant des terres radioactives pour faire des tranchées. Mais surtout, l'Ukraine a mené plusieurs opérations de sabotage et de destruction d'un barrage qui n'est pas loin et qui gère le refroidissement de la centrale de Zaporijia, ce qui amène aujourd'hui d'importants risques. Alors c'est à la fois un enjeu pour forcer les Russes à éventuellement quitter Zaporijia, c'est aussi un énorme risque, comme l'a rappelé le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur le thème. Il peut y avoir un accident et chaque jour qui passe amène un accident, à la fois par l'épuisement des équipes qui sont là-bas et qui sont totalement sous le joug. Même Rosatom, l'agence russe qui a repris le contrôle, alors même qu'elle n'était même pas informée de l'opération militaire, ce qui prouve les petits sujets de coordination chez nos amis russes, et dit qu'elle a le plus grand mal à faire fonctionner normalement, avec le moindre de risque possible. Ils sont à bout de souffle, au fond. Ils sont tous à bout de souffle, et surtout le risque de cette affaire du barrage, le bombardement et les effets secondaires, et puis la pression très forte, parce que le nord de Zaporijia est occupé par les Ukrainiens. Quand on voit qu'hier, il y a eu quand même 18 villes dans les alentours de la centrale de Zaporijia qui ont été évacuées de manière préventive, est-ce que ça veut dire que on doit s'attendre à ce que potentiellement dans les heures, dans les jours qui viennent, il puisse y avoir ce dysfonctionnement, peut-être même cet accident nucléaire? Si le président de l'AIEA, le directeur général, le dit, c'est qu'il faut le croire. Moi, je crois toujours ce que les gens disent, écrivent et pensent. Nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais y croire parce que l'impensable, nous avons un réflexe psychopathologique visant à dire non mais ça n'arrivera pas, ils le feront pas, ils sont pas capables de... Voilà, et puis après on dit mais comment ils ont fait un truc pareil parce que vraiment c'est pas bien. 18 villes évacuées, ça veut dire que c'est pris très au sérieux. Oui, par les Russes et par les Ukrainiens et par la communauté internationale. Donc il y a un enjeu à Zaporijia, c'est un énorme enjeu qui ressemble à peu près à Tchernobyl mais à la